Ouais, cher Guillaume, quel est ton sentiment en ce jour de 11 novembre sur cette commémoration c'est du centenaire de la guerre de 14, 1914-2014? Alors il y a quelque chose d'assez hallucinant, c'est-à-dire nous sommes une époque où le moindre soldat tué est une épouvantable catastrophe. Nous sommes une époque où le patriotisme ne se trouve plus que dans le football. Et nous sommes là absolument fascinés sur ce qui s'est passé, on en parlera plus tard, au moment de la guerre de 14-18, où toute une génération a donné sa vie pour la patrie d'une manière qui aujourd'hui semblerait complètement inconcevable. 30% de la classe d'âge des 19-30 ans en 14-18 est morte. Un homme sur 3 seulement est revenu intact. Les gens s'engageaient de manière volontaire. Il n'y a eu que 1,5% de réfractaires, alors que l'état-major en attendait 15%. Un musicien comme Ravel, par exemple, qui était réformé, a truqué ses papiers pour ne pas être réformé. Il s'est retrouvé chauffeur de camion. Donc on a assisté à un espèce de mouvement généralisé, et pas seulement en France, dans tous les autres pays, en Allemagne aussi, un peu partout, en Autriche-Hongrie, en Serbie, même en Russie, un espèce de mouvement qui est à la fois très positif, mais aussi très dangereux et très négatif, un espèce de mouvement de patriotisme viscéral. Et quand on analyse les lettres des soldats, on voit des garçons de 20-21 ans qui écrivent à leur famille « C'est la dernière fois que je vous vois, c'est la dernière fois que je vous écris. Demain, au cours de l'assaut, je vais probablement mourir. » Donc des gens qui sacrifiaient totalement leur vie, qui vivaient dans les tranchées et ailleurs dans des conditions absolument épouvantables, mais qui étaient pris par une espèce de transe, de tension patriotique, d'amour de la patrie. Alors évidemment, aujourd'hui, on compare ça par exemple avec les kamikazes islamiques. Mais ça n'a absolument rien à voir. C'est complètement différent, c'est même l'inverse. Le patriotisme qui a existé en 1914, qui est le même que celui des kamikazes japonais d'ailleurs, s'inscrit dans la tradition européenne que l'on pourrait appeler la tradition du sacrifice. Je me sacrifie pour la patrie. Ça existait dans l'Antiquité, ça existait dans la Grèce antique, ça existait à Rome, mais ce qu'on trouve dans le martyre islamiste, par exemple, ça n'a rien à voir, puisque là, il ne s'agit pas de sacrifice, mais il s'agit de gagner son paradis d'Allah, etc., en massacrant gratuitement des autres. Bref, pour clore ce chapitre, les commémorations de 14-18 sont des commémorations qui commémorent une mentalité, quelque chose qui n'a absolument plus cours aujourd'hui, qui n'existe absolument plus. Mais c'est à ce point-là de la réflexion qu'il faut se poser la question de savoir si, à l'époque, ce patriotisme européen, ce patriotisme de chaque peuple européen, les uns contre les autres, les uns dressés contre les autres, était très intelligent. Et c'est là où je distinguerais patriotisme de nationalisme. Ça n'a rien à voir. Le patriotisme n'est pas une idéologie, c'est un sentiment collectif. Le nationalisme, c'est une idéologie. Et le patriotisme, c'est une espèce d'énergie qui peut être positif ou négatif selon qu'il est mis à disposition d'un certain type de nationalisme. Or, manifestement, malheureusement, la guerre de 1914-1918, guerre civile européenne, a été un drame épouvantable pour tous les pays belligérants et a été un drame épouvantable notamment pour la France. N'oublions pas, en France, 1 500 000 morts, donc 30% de la classe d'âge 18-30 ans, 5 millions de blessés, et ce qui a été très grave, les élites ont été touchées. Les Allemands ramenaient les élites en arrière, refusaient que les élites aillent au combat. En France, un seul chiffre, en 14-18, 50% de la génération des polytechniciens, les polytechniciens sont morts. 50% sont morts. Et beaucoup d'entre eux étaient assez jeunes, truc à leur âge, pour aller quand même au combat, pour l'honneur. N'oublions pas que Marie Curie elle-même, 2 fois prix Nobel de physique, a demandé à monter au front, et elle est montée au front pour expérimenter les premiers appareils de radiologie. Donc, c'est à ce point-là qu'il faut bien se dire que la guerre de 14-18 a eu des conséquences extrêmement négatives pour l'Europe que nous payons toujours aujourd'hui.
D'abord, elle a été la matrice de la guerre de 40-44. Ensuite, elle a considérablement affaibli l'Europe, elle l'a endettée, et elle a fait en sorte que depuis cette époque-là, l'Europe a été soumise en réalité à la grande puissance américaine. Donc on peut dire que la guerre de 14-18 est la matrice du déclin global des peuples européens. En plus, sur le plan démographique, il y a eu, rien qu'en France, 1 500 000 enfants qui ne sont pas nés. Alors, d'où vient ce massacre entre Européens, entre guerre de 14 ? Ben, c'est un mécanisme enclencheur qui a commencé dès la fin du 19e siècle avec la naissance des nationalismes européens. Ces nationalismes qui touchaient aussi bien la France que l'Empire allemand, que l'Empire russe, que l'Empire austro-hongrois, que la Serbie, etc., sur fond de rivalité coloniale. Donc, cette guerre a éclaté à la fin de la Belle Époque, au moment où l'Europe était au sommet de sa puissance. Mais malheureusement, elle était au sommet de sa puissance avec des dissensions internes. Et là, il faut remarquer que la responsabilité en incombe aux états-majors européens, notamment français et allemands, et aux politiciens à la mentalité nationaliste, mais qui n'était pas un nationaliste extra-européen, l'Europe pour se défendre des autres, mais intra-européen. Le pire de tout en 14-18 sera l'appel aux troupes coloniales. Car l'appel aux troupes coloniales signifie la rupture de la solidarité ethnique, même des Français. C'est-à-dire qu'on utilise des extra-européens, en l'occurrence des Maghrébins et des Africains, pour aller lutter contre les Allemands. Et il y a tout un sentiment raciste anti-allemand qui est développé complètement contre nature. Donc ça a laissé d'énormes traces dans les mentalités, ça aussi. Le fait de dire il n'y a pas de solidarité ethnique inter-européenne, puisque nous nous battons les uns contre les autres, chacun, notamment la France, utilisant les troupes coloniales extra-européennes pour se battre contre des cousins germains en réalité. À ce propos, il faut dire que les deux principaux responsables de ce massacre, de cette guerre civile européenne, sont essentiellement les états-majors et les politiciens, français et allemands, qui étaient inspirés par un même nationaliste. L'Allemagne ayant une peur bleue, c'est de se trouver encerclée par, d'un côté l'Empire russe, de l'autre côté la France, avec la fameuse alliance qu'elle avait, alors c'était un mécanisme avec l'Autriche-Hongrie, et la France voulant évidemment se venger de 1870 et récupérer l'Alsace-Lorraine. On sait comment tout cela s'est terminé. En réalité, la guerre de 14 s'est terminée par le traité de Versailles, qui était un traité assez stupide d'un point de vue géopolitique, auquel les Américains d'ailleurs se sont opposés. Et à ce moment-là, le traité de Versailles a été la matrice de la montée du nazisme et a été la matrice de la Deuxième Guerre mondiale. Et en ce sens, on peut dire que la guerre de 14-18 et la guerre de 40-45 sont les deux matrices, sont les deux parties d'une même pièce de théâtre. Alors évidemment aujourd'hui, quand on fait des commémorations de 14-18, on s'imagine qu'on est dans un monde de paix, qu'on n'aura plus jamais besoin de patriotisme, etc. Parce qu'on confond évidemment nationalisme et patriotisme. Eh bien c'est tout le contraire. Parce que le monde aujourd'hui dans lequel nous vivons est un monde extrêmement dangereux, et nous n'avons pas conscience qu'il n'y a pas de patriotisme européen. Le patriotisme aujourd'hui, même le patriotisme français, ça consiste à se barbouiller de bleu, blanc, rouge le visage pendant des matchs de football dont les joueurs ne sont pas français de souche ni français d'origine la plupart du temps. Donc c'est quelque chose de complètement factice. C'est un simulacre complet. Il n'y a plus réellement de patriotisme. Les générations actuelles ne sont absolument pas prêtes à donner leur vie pour la patrie, entre guillemets. Et alors que nous entrons dans un monde extrêmement dangereux, on assiste au contraire à la baisse des crédits militaires, on assiste à une fragilisation extrême des mentalités, puisque dans les opérations extérieures, dès qu'un seul soldat est tué, ça fait tout un boucan national, voire même avec des procès, etc. Donc on n'est pas prêt du tout à mourir, on n'est pas prêt du tout à se battre, mais ce qu'on ignore, c'est que cet esprit de sacrifice
cet esprit de sacrifice, eh bien, il sera tout à fait nécessaire, à mon avis, dans le futur, car ce à quoi nous allons assister très bientôt, et ça on ne se rend pas compte, dans les 20 prochaines années, c'est au surgissement en France même, en Europe même, de très très graves désordres internes, de nature ethnique, et qui vont nous replonger dans une atmosphère hostile, beaucoup plus grave encore que celle qui avait présidé au lancement de la guerre de 14. Je vous remercie de votre attention, qui ne sont pas nés. Alors, d'où vient ce massacre entre Européens? Eh, d'accord, mais il faut peut-être se demander pourquoi, justement, les jeunes étaient prêts à mourir en 1914 pour un idéal et qui ne sont plus prêts maintenant. Parce que, est-ce que en 14, ils ne défendaient pas un mode de vie, une liberté, égalité, fraternité de la République, ce qui n'existe plus maintenant? Pourquoi les jeunes du territoire de la République, puisqu'on ne peut plus dire la France maintenant, mourraient pour la banlieue de New York? Alors, moi je partage effectivement, c'est une très bonne question dans la mesure où on ne donne quelque chose qu'à quelqu'un. On ne participe de l'esprit de sacrifice que pour quelque chose, ou pour quelque chose qui vaut quelque chose de symbolique. Or, aujourd'hui, comme l'a écrit Jean Raspail dans un article du Figaro qui lui avait valu il y a quelques années beaucoup d'ennuis, qui s'appelait « La République contre la nation ». La nation, c'est un terme concret, charnel, même si elle est républicaine. Ça vient du latin « nascere » qui veut dire « naître », ceux qui sont nés d'une même souche. Qu'ils soient bourguignons, qu'ils soient bretons, qu'ils soient corses, etc. Il y avait eu un creuset, et la nation existait. Aujourd'hui, on nous parle de démocratie et de république, et de termes complètement abstraits, de plus sans aucune homogénéité ethnique, puisqu'il y a une immigration incontrôlée depuis maintenant 40 ans. Donc il n'y a plus, comme le disaient beaucoup d'auteurs de la fin du XIXe siècle, il n'y a plus d'appartenance charnelle. Et d'autre part, il est évident que, et ce phénomène se remarque aussi bien dans les autres pays d'Europe, ça ne se remarque pas en Russie, je vous ferai remarquer, mais ça se remarque même aux États-Unis, il n'y a plus d'attachement possible à une société qui n'est plus une véritable société, puisqu'il s'agit d'une sorte de firme, il s'agit d'un ensemble strictement économique, dont le seul objectif est d'apporter un certain bien-être, et encore un certain bien-être dans une certaine injustice, dans une certaine frénésie de consommation, parce qu'au XIXe siècle, jusqu'à l'école de Jules Ferry, à partir de l'école de Jules Ferry, eh bien, les Français du petit peuple pouvaient bénéficier d'une ascension sociale. Ils pouvaient bénéficier, en devenant un paysan qui n'était que 2 générations avant qu'un serf, pouvait devenir un propriétaire terrien. Pouvait devenir un propriétaire terrien. L'école était devenue gratuite. Aujourd'hui, au contraire, si l'on prend l'exemple de l'éducation nationale, on s'aperçoit que l'éducation nationale publique est complètement dégradée, qu'elle n'assure plus l'ascenseur social, qu'elle n'assure plus la circulation des élites. Donc il n'y a plus aucune raison pour les gens du peuple de se sacrifier pour la République, pour la France, qui ne porte plus un idéal. Entre parenthèses, le sentiment existe peut-être en dessous, et malgré toutes ces imperfections, je pense que le grand succès du Front National dans les classes populaires vient de ce que le Front National se présente comme étant défenseur des valeurs sacrificielles de la nation française. Mais en plus, il y a une deuxième chose, il y a un deuxième échec dans notre société, c'est qu'on s'est dit à juste titre, après la guerre de 40-45, plus jamais de guerre entre peuples européens, c'est suicidaire. Donc on a fait l'Union européenne. L'Union européenne qui est très imparfaite, évidemment, comme toute construction historique, elle est très imparfaite, rien n'est parfait, mais elle a le mérite d'exister. Bon, cette Union européenne, normalement, elle aurait dû susciter un sentiment d'adhésion patriotique de tous les Européens, compte tenu des menaces globales qui se tournent autour des Européens. Or, malheureusement, cette Union européenne est à la fois soumise aux États-Unis et à l'OTAN, et deuxièmement, cette Union européenne n'a pas été capable de se fonder sur autre chose que des calculs marchands.
qui sont nécessaires. Je ne suis pas contre l'économie marchande, absolument pas. Mais elle ne s'est pas du tout fondée sur une démarche politique, elle ne s'est pas du tout fondée sur une démarche patriotique, elle s'est fondée exclusivement sur des accords de type commerciaux, de type marchand, de type bureaucratique, de type technocratique, qui ne sont pas aptes à entraîner l'enthousiasme sacrificiel des peuples. Et de plus, en France, comme en Allemagne, comme en Espagne, comme en Grande-Bretagne, eh bien, il n'y a pas de possibilité de faire naître un enthousiasme patriotique autour de valeurs qui n'en sont pas. Comme vous le disiez, M. Quignon, le seul idéal, c'est celui d'une banlieue américaine, c'est celui de Brooklyn, quoi. On va vivre une société comme Brooklyn, avec le supermarché, avec en plus en France le matraquage fiscal, bien entendu. Est-ce un hasard si aujourd'hui, un diplômé français sur 2 veut quitter la France? 90 000 personnes quittent chaque année la France pour travailler à l'étranger, la plupart du temps définitivement. 90 000 personnes. Et pendant ce temps-là, on fait entrer 200 000 clandestins par an, des bacs -6. Donc, dans ces conditions-là, il est bien évident que la notion même de France n'existe plus réellement. D'ailleurs, les hommes politiques ne parlent même plus de la France, on parle de la démocratie, on parle de la République. La République qui n'est pas une vraie République. Une République dans laquelle il y a une différence énorme de traitement entre les petits entrepreneurs privés et la masse de 6 millions de salariés protégés. Bon, c'est évident qu'il ne s'agit plus de quelque chose pour lequel on va mourir. On pouvait accepter de mourir pour le modèle républicain français de 1914, parce qu'il était vraiment égalitaire, parce qu'il était vraiment juste, parce que l'école de la République permettait vraiment un avenir aux classes défavorisées. Ce n'est absolument plus le cas aujourd'hui, évidemment. Mais il reste un seul pays en Europe où le sentiment patriotique reste. Et comme par hasard, ce pays est voué à toute l'hégémonie. On l'accuse de tous les maux. On accuse son président élu à plus de 60%. On accuse son président d'être un nouveau tyran. Et ce pays, c'est quoi? C'est la Russie. Donc pourquoi la Russie est-on détestée par l'idéologie occidentale et par les élites occidentales, qu'elles soient françaises, qu'elles soient allemandes, qu'elles soient américaines, qu'elles soient britanniques, etc. Parce que les valeurs sur lesquelles s'assoit le pouvoir russe, et le pouvoir russe n'est pas parfait, ça a toujours été un pouvoir autocratique, et c'est normal dans un pays aussi grand, mais le président Poutine a quand même été élu avec 64% des voix, il ne faut quand même pas l'oublier. Bon, on ne peut pas dire non plus que ce ne soit pas démocratique. Alors on a essayé de dire que les élections étaient truquées. Mais pourquoi? Parce qu'en Russie, les valeurs qui sont au sommet de l'État sont des valeurs patriotiques, exactement comme les valeurs qui étaient au sommet de l'État étaient des valeurs patriotiques dans la Grèce de Thémistocle et de Xénophon, étaient des valeurs patriotiques dans la Rome antique, étaient des valeurs patriotiques sous la Troisième République, étaient des valeurs patriotiques un peu partout, et dans beaucoup d'autres pays d'Europe. Donc c'est ce qui actuellement se passe en Russie, et c'est une des raisons pour lesquelles la Russie est considérée comme avouée évidemment aux gémonies. Je terminerai par une allusion historique très importante. Il y a un livre qui vient de paraître actuellement sur la chute de l'Empire romain, qui s'appelle Les Derniers Jours, écrit par le rédacteur en chef du Figaro Histoire, Jean de Verregueux. On s'apprend une chose, c'est que justement, à la fin de l'Empire romain, à partir du 4e, 3e, 4e et 5e siècle, eh bien les Romains, parce qu'ils n'avaient plus confiance dans leur propre modèle, et au moment où les barbares faisaient pression sur les frontières, les Romains n'avaient plus de patriotisme. C'est-à-dire que les Romains, les citoyens romains, ont laissé la défense de leurs frontières, ont fait entrer dans les légions des barbares. À l'époque, c'était des barbares de toutes origines, c'était des barbares. C'était soit des Huns, soit des Goths, soit des Alains, soit des Alamans, soit des Francs, etc. Et bien, on sait comment cela a terminé. On sait comment cela s'est terminé. Quand un peuple, quand une unité politique, quand une nation, appelez-le comme vous voulez, n'a plus ces valeurs patriotiques qui doivent aller jusqu'à défendre le territoire, quand ce territoire n'existe plus, n'est plus vraiment défini, on ne sait plus en France où est le territoire français, où ça commence, où ça finit, il y a le communautarisme, il y a des ghettos, bref, eh bien, ça finit en catastrophe. Pourquoi il n'y a plus de patriotisme français? Pourquoi il n'y a plus de patriotisme dans les autres pays d'Europe? Parce que l'objet France n'existe plus, ou est en train de se décomposer. Et l'objet Europe, qui pourrait regrouper, comme sous l'Empire romain, tous les peuples européens, n'existe pas encore.
ou n'existera peut-être jamais d'ailleurs, si ça continue comme cela continue aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention, j'ai répondu à votre question. Une dernière question à poser, justement, est-ce que c'est pas là la raison pour laquelle l'intégration dont parlent tout le temps les politiques et les médias, cette intégration, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas impossible justement? Pourquoi les jeunes immigrés s'intégreraient-ils à ce système vaguement new-yorkais et californien, quoi? Oui, alors c'est vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut s'intégrer qu'à ce qui existe et qu'à ce qui est prestigieux. Qu'est-ce qui est prestigieux, ce qui est prestigieux. Alors, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Le premier problème, c'est qu'ils ne veulent pas s'intégrer. Ah oui. Ça ne les intéresse pas de s'intégrer à ce truc-là. Ils veulent. Les immigrés qui viennent en Europe, c'est pas par amour de la France. Les immigrés qui viennent en Europe, c'est uniquement pour bénéficier de prestations sociales ou alors pour avoir un comportement délinquant. Et on le voit très bien avec le communautarisme, les immigrés d'origine africaine ou maghrébine qui sont en France, ils ne se sentent absolument pas français. Bon, évidemment, d'un autre côté, pour les vrais nationalistes français, ethniques, c'est une bonne chose, parce qu'ils sont contre l'assimilation. Deuxième chose, j'ai remarqué que le Front National, maintenant, était pour l'assimilation. Bon. Or, l'assimilation, moi, j'ai jamais été pour l'assimilation, car je pense, comme le général de Gaulle, qu'on ne peut assimiler, de toute façon, statistiquement, que des tout petits nombres à des très grands nombres. À partir du moment où vous avez en France entre 5 et 10 millions, surtout dans la jeunesse, de personnes d'origine extra-européenne, il est rigoureusement impossible de les assimiler. On ne peut assimiler que 1% à 2%. Si vous voulez boire un pastis, par exemple, si vous voulez boire un pastis, ou si vous voulez boire un kir, il faut mettre un tout petit peu de liqueur de cassis et beaucoup de vin blanc. À partir du moment où vous avez 60% de liqueur de cassis et 20% de vin blanc, on ne peut pas assimiler le cassis au vin blanc. C'est pas possible. C'est plus un kir, c'est autre chose. Bon. Donc là, c'est pareil. Vous avez 200 000 immigrés clandestins qui ne parlent même pas français qui arrivent en France. Comment voulez-vous les assimiler? Ils ne veulent pas s'assimiler ni s'intégrer parce qu'ils considèrent notre modèle comme sans aucun intérêt, sauf pour fournir des prestations sociales, c'est la pompe aspirante, mais ils n'en ont rien à cirer de la République, rien à cirer de la nation, rien à cirer de l'histoire de France. Et en plus, à l'école, l'histoire de France n'est même plus enseignée aux élèves dans les classes, où il y a 32 nationalités. On n'étudie même plus Napoléon de Gaulle, encore moins Charles Martel, évidemment. Mais par contre, on étudie les royaumes de Tombouctou, on étudie... ça va dans tous les sens, ça part dans tous les sens. Donc comment voulez-vous que des élèves aient envie de s'intégrer? Il y a eu une volonté d'intégration très forte chez les Maghrébins dans les années 50-60, qui arrivaient, certains d'entre eux avaient fait de la guerre et s'étaient engagés dans les troupes de Leclerc, mais c'était une toute petite minorité. Il y a eu aussi des harkis qui ont voulu s'intégrer, mais c'était des toutes petites minorités qui avaient abandonné l'islam, complètement abandonné l'islam, qui est complètement incompatible avec les lois de la République française, qui avaient abandonné l'islam et qui étaient fascinés par le modèle du patriotisme, de la grandeur, du nationalisme français. On avait connu le même phénomène sous l'Empire romain, où certains guerriers francs comme Arbogast par exemple, ou certains guerriers goths comme Stylicon par exemple au IVe siècle, étaient fascinés par la grandeur de Rome et voulaient devenir généraux romains et se sont mis à commander les troupes romaines contre leur propre peuple barbare. Ça c'est un peu extraordinaire, c'est exactement comme les harkis qui combattaient le FLN, donc leurs propres frères de nation, au nom d'un amour de la République française. Ils étaient fascinés par cette République française impériale. C'est exactement la même chose qui s'est passée du temps de l'Empire romain, où les élites des Francs et des Goths s'agrégeaient à l'armée impériale en échange de terres, en échange de tas de choses, comme ce qu'on appelait à l'époque ils étaient des fédérés. Ils devenaient généraux romains, ils épousaient des filles de Romains, etc. Mais ethniquement, ils étaient très proches. Il ne faut pas oublier, c'était les ancêtres des Allemands, des Autrichiens d'aujourd'hui. Bon. Donc ils étaient extrêmement proches, évidemment. Mais aujourd'hui, il se passe rigoureusement la même chose. Donc on ne peut pas assimiler, on ne peut pas s'intégrer quand l'objet de l'intégration n'existe plus, et on ne peut pas assimiler de gigantesques masses de population qui de toute façon ne veulent pas s'assimiler. Donc on est dans une impasse, et pour en sortir, il se peut que on ne pourra en sortir que par une situation de clash.
C'est mon sentiment, si on veut opérer une démigration par exemple, ou si on veut régénérer ce que peuvent être la France et l'Europe. On ne pourra s'en sortir que par une situation de clash. Voilà. Merci Guillaume.